Bonjour, c'est la pause estivale. De retour le 21 août. À bientôt. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Dans l'épisode précédent, on a commencé à étudier, à regarder, à observer avec curiosité ce concept de présence. Donc, pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas écouté l'épisode 61, le précédent, je vous conseille de le faire puisqu'on va y faire référence aujourd'hui. Dans l'épisode 61, on a vu donc la présence et l'utilisation de soi comme facteur de changement. On a vu 4 principes de la présence. Soyez honorable, soyez curieux, curieuse, soyez un agent de changement efficace et puis soyez original. Ça, c'était les 4 principes de la présence. Et puis 6 éléments pour cultiver la présence. On avait dit que je dois travailler pour résoudre mes problèmes personnels. Je dois consacrer du temps à une autoréflexion active. Je dois rechercher un retour d'information, des feedbacks auprès des autres, vivre pleinement la vie, investir dans une large vision du monde et expérimenter de nouvelles façons d'être. Dans cet épisode-ci, pour compléter cette image, je vais vous parler des 7 domaines de compétences de la présence, pour le dire comme ça. Les 7, ce sont les valeurs, l'autogestion, la posture, la cognition, l'observation, la communication et la régulation des émotions. Vous voyez avec cet énoncé que une bonne partie en fait de ces compétences de présence ce sont des choses que nous avons déjà abordées dans ce podcast. Donc ça devrait pas être trop une surprise. Puisque c'est un podcast sur le leadership et que la présence est une manifestation du leadership ou que le leadership est une manifestation de la présence, alors ça j'ai pas encore décidé dans quel sens ça allait, ça devrait pas nous étonner. Valeur, autogestion, posture, cognition, observation, communication, régulation des émotions. On va les prendre l'un après l'autre et puis on fera une petite conclusion. Valeur. Alors, vous pourriez me dire que finalement les valeurs c'est personnel et puis que personne n'a à me dire si je veux être un leader quelle valeur je dois avoir. Alors, l'expérience montre que c'est pas tout à fait le cas et qu'il y a quand même des valeurs qui sont plus importantes. Je veux pas dire plus porteuses parce qu'on pourrait penser que s'il s'agit de manipulation, ce qui est pas le cas. Mais je pense qu'il y a des valeurs qui concrétisent, qui incarnent mieux la présence que d'autres. La première, c'est l'humilité. Et ça, vous savez que c'est une de mes favorites. Pas parce que j'arrive bien à l'appliquer, je suis bien conscient que c'est pas toujours le cas, mais parce que je pense qu'en tant que consultant, en tant que leader, en tant que chef, en tant que dirigeant, c'est une valeur qui nous permet d'être toujours suffisamment pas sûr pour être curieux et pour se poser des questions. Donc, humilité numéro 1. Deuxième, humanité. Sans surprise. Valeur d'humanité, c'est valeur de respect vis-à-vis de l'être humain, c'est valeur de respect de sa dignité, etc. Et je vois mal quelqu'un. Alors vous pourriez me dire oui, mais il y a des dirigeants dans le monde qui ont beaucoup de présence et qui ont peu d'humanité. Et vous avez raison. Mais alors moi je vous dirais que là, moi j'ai pas envie de ce type de présence-là. Donc je maintiens l'humanité. Et quand il y a des problèmes, comme on a eu ces derniers temps, que ça soit au niveau des difficultés pour des personnes malades ou du racisme, nous devons, nous, consultants, en développement organisationnel, nous, leaders, affirmer notre valeur d'humanité. Le respect, qui va avec, la 3e, le désir de servir, la 4e. L'envie de servir. Il y a d'ailleurs une branche du leadership qui s'appelle le servant leadership, le leadership de service, on dirait peut-être. Donc le désir de servir. Je suis un leader, je dois me mettre au service de mon équipe, au service de mon entreprise. Le courage, alors celle-là, vous savez que j'y tiens. Et donc c'est marrant parce que c'est pas cette liste de 7. Tout ce que je vous dis là, ça vient de deux sources.
que je vous mettrai dans la description du podcast. Donc ce sont pas mes valeurs, ce sont vraiment les valeurs qui sont essentielles pour avoir une présence, et donc le courage fait partie de celle-là. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, dans le soyez honorable, donc la première des principes de la présence, on a le fait de dire l'indicible, et ça demande du courage. Et je sais que c'est pas facile, mais vous verrez comme les gens réagissent en fait quand vous le faites. Beaucoup mieux que qu'on pourrait penser. En tout cas, c'est mon expérience. La valeur de la valeur, ça veut dire être conscient d'avoir une valeur, donner de la valeur aux gens et aux choses. L'égalité ou équivalence, ça dépend comment vous voyez la chose, hein, mais donner à tous une chance, donner à toutes les entreprises une chance, donner à toutes les personnes le même respect, la même, etc. Et puis de la compassion. Compassion pas dans le sens je me mets à la place, mais compassion dans le sens je comprends, j'essaye de comprendre ce qui se passe chez les gens dans l'organisation. Ça, ce sont les valeurs. Donc, domaine de compétence, la valeur n'est pas une compétence. Hein. Formellement, c'est pas la même chose. Mais en tout cas, ce sont des choses à développer chez nous pour pouvoir démontrer cette présence. Autogestion, qui est le deuxième domaine de compétence. Je dois m'occuper de ma propre expérience. Je dois gérer mes propres expériences et en tirer quelque chose. Je dois partager mes expériences, mais de manière sélective. Je peux pas dire tout ce qui me passe par la tête à tout le monde tout le temps. Par contre, je vais le faire avec pertinence. Les expériences, mes expériences, je peux les partager, je dois les partager, mais je dois le faire de manière sélective en choisissant à qui je dis quoi. Je dois être conscient de mes intentions à tout moment, à chaque moment. Ça, c'est très, très important. Pourquoi est-ce que je suis en train de penser que Joseph, c'est un âne? Pourquoi est-ce que je suis en train de réagir aussi fortement à cette chose-là? Je dois être clair sur mes priorités. Je dois rester dans l'ici et le maintenant et me concentrer sur ce qui est en train de se passer. Quand je suis avec un groupe en particulier, quand je suis avec mon équipe, je ne peux pas être en train de faire ma liste de courses dans ma tête. Je dois me concentrer sur l'ici et le maintenant. Il y a toute une branche de la psychologie qui s'appelle la Gestalt, qui vient du mot allemand, que je saurais même pas vous traduire, parce que tout le monde l'appelle la Gestalt, mais sans avoir le mot de base en allemand, dont le principe de base, c'est l'ici et le maintenant, et qu'est-ce qui se passe ici et maintenant. Et puis, dernier principe d'autogestion, apprécier la qualité simplement d'une bonne respiration, pour être bien centré sur soi. Donc, autogestion. Posture. Je dois, à chaque moment, respecter, c'est marqué, en fait, c'est respecter le lieu où se trouve le client, le lieu où se trouve le collaborateur, le lieu où se trouve l'équipe. Le lieu, c'est pas le lieu géographique, c'est l'état d'esprit dans lequel se trouve la personne à qui je suis. Hein. En anglais, on dit meet them where they are at. Donc, rencontrez-les là où ils en sont. Voilà, on dirait comme ça en français, là où ils en sont. Et je dois respecter ça. Ça veut pas dire que je dois l'accepter, que je dois être d'accord, mais je dois le respecter. Je dois reconnaître que oui, effectivement, mon équipe n'est pas au point où j'en veux. Et ça libère beaucoup de choses. Rechercher des indices et demander si vous avez des doutes dans une situation. Vous vous souvenez dans le podcast, ce que je dis et tout le reste, dont j'essaie de vous retrouver le numéro, l'épisode 15. Si je suis pas sûr, je me fais pas des hypothèses sur ce que pensent les gens. Je vais demander. Mais quand tu dis ça, est-ce que tu veux bien dire ? La reformulation est très utile à ce moment-là. Troisième élément de posture, se concentrer sur ce qui est le plus intéressant pour les personnes. Pas ce qui est le plus intéressant pour moi. C'est pas mon besoin à moi que je dois satisfaire, c'est celui de mon équipe. Alors, bien sûr, je dois prendre compte de mon besoin, mais je dois me concentrer sur ce qui est le plus intéressant pour l'autre personne avec qui je suis, ou le groupe. Être conscient de ce qui est en train d'émerger dans l'équipe et de ce qui suscite l'enthousiasme.
Pas toujours arriver avec des agendas bien remplis, toujours arriver... Je dois être capable de flotter sur ce qui est en train de se passer. C'est une manière de m'adapter à là où est l'équipe, ce qu'elle a envie de traiter. Tolérer la confusion et l'ambiguïté sans se précipiter pour l'organiser. C'est très très important. Et vous voyez comme ça fait beaucoup appel à notre gestion de nous. Si moi l'ambiguïté me met dans l'embarras, je vais tout de suite vouloir la régler. Or l'ambiguïté peut être une source incroyable de créativité, de prise de conscience. Donc, en tant que leader, je tolère la confusion et l'ambiguïté. Je la résous peut-être, mais pas tout de suite. Un élément fondamental de posture, c'est le lâcher prise. Et là, de nouveau, quand vous vous souvenez, dans les expérimenter de nouvelles façons d'être, je vous ai dit, lisez de la philosophie. Le stoïcisme, par exemple, est un bon exemple de philosophie qui va vous aider à lâcher prise. Et puis, oser l'expérimentation dans cette posture. Donc, les éléments de posture, respectez là où les gens en sont, demandez, faites pas des hypothèses, concentrez sur ce qui est important pour le groupe ou la personne, pas forcer les thèmes, tolérer la confusion, l'ambiguïté, lâcher prise, expérimenter. Ça, c'est la partie posture. 3e domaine de compétence. 4e domaine de compétence, on est à la moitié. Cognition. Alors, une connaissance approfondie de mon business et de mon rôle de leader. Et là, ça passe par de la formation, ça peut être de l'auto-formation, ça peut être des lectures, mais vous devez être très très au clair sur... on touche un peu la légitimité. Et donc là, je dois être absolument bon sur les méthodes que j'utilise. Je dois être capable de filtrer les données. Tout n'a pas la même importance. Et ça, c'est typiquement une capacité cognitive. Donc je dois filtrer ce qui m'arrive pour prendre en compte vraiment ce qui est important. Je dois pouvoir voir l'ensemble du système. Et donc la prise de recul est importante et donc le lâcher prise est important. Je dois voir l'ensemble de ce qui touche mon équipe. Pas seulement mon équipe, mais qu'est-ce qui l'impacte, le nouveau règlement, certains clients, etc. Donc ça, ce sont les 3 domaines de cognition que je dois travailler. Donc connaissance de mon domaine et du domaine du leadership, filtrer les données et voir l'ensemble du système. Ensuite, prochaine compétence, l'observation. Je dois être très capable de séparer les données de l'interprétation. Qu'est-ce que j'ai observé et qu'est-ce que j'interprète? C'est pas facile, parce que je suis pas sûr que notre cerveau fasse complètement notre cerveau fait la différence, mais nous faisons l'amalgame souvent entre ce que nous voyons et ce que nous interprétons. Donc je dois m'entraîner à pouvoir séparer ce que j'observe de ce que l'observation que j'en fais. C'est pas mon collaborateur, c'est un flemmard. Ça, c'est une interprétation, c'est un jugement même, pire. Il est affalé sur sa chaise. Après, le pourquoi du comment, je peux lui demander, posture, rechercher les indices, mais en tout cas, je pense pas que c'est un flemmard parce qu'il est affalé sur sa chaise. Donc, séparer les données de l'interprétation, mettre l'accent sur les observations sans jugement, je viens de vous donner un exemple, assister au partage des observations, de ce qui est vu, de ce qui est entendu, de ce qui est ressenti. Donc je peux aussi aider, plutôt qu'assister, aider les gens à le faire, dans mon équipe, autour de moi. Mais qu'est-ce que tu as vraiment vu? Qu'est-ce que tu as entendu? Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Et ne pas nécessairement réagir aux personnes et aux situations difficiles. Je peux continuer d'observer. Je suis pas obligé d'agir tout de suite. Je peux accumuler un peu d'informations, plutôt que tout de suite me précipiter dans l'action. Donc, compétence d'observation, séparer les données de l'interprétation, ne pas juger, observer sans juger, aider les autres à observer, et puis ne pas nécessairement réagir tout de suite aux personnes et aux situations difficiles. L'avant-dernier, domaine de compétence, la communication, sans surprise. À un moment donné, que ça soit le consultant, que ça soit le chef d'équipe ou le leader, on va devoir dialoguer. On va devoir communiquer, pardon. Et donc, comment communiquer avec présence? Eh bien, influencer le dialogue. De quoi est-ce qu'on est en train de parler? Déclarer les choses de manière succincte, claire et directe. La personne qui a de la présence, c'est quelqu'un qui va dire ce qu'elle pense ou ce qu'elle ressent de manière succincte, claire et directe. Quelqu'un qui vous fait un discours de 20 minutes, la présence est difficile à maintenir pendant 20 minutes. Succinct, clair, direct.
Établir de bonnes relations avec les autres et aider les autres à en faire de même. Faciliter la relation entre les autres et des autres vers moi. Énoncer les observations qu'on vient de faire, dans le chapitre d'avant, dans le chapitre d'observation, les énoncer de manière à ce qu'elles puissent être entendues et prises en compte. Ça sert à rien de dire quelque chose en sachant que ça va être mal pris par la personne. Donc, comment est-ce que ce que je vais dire peut être entendu? Quelles précautions je dois prendre? Utiliser la langue de l'autre pour renforcer sa capacité à être entendu. Utiliser des métaphores pour brosser un tableau verbal. La métaphore est très puissante. On en parlait hier avec un groupe de mes copines, comme je les appelle, un groupe d'intervision qu'on a entre coachs. Et donc la métaphore est extrêmement puissante parce qu'elle fait appel à un sens qui est très ancien, qui est le sens de la vue. C'est aussi, on pense que c'est aussi un peu notre conclusion à nous, mais qui fait appel à ce sens-là. Quand je vous dis elle est forte comme un lion, vous voyez le lion devant vous, vous voyez qu'il rugit, vous voyez qu'il a la gueule ouverte. Et donc ça fait appel à un sens, la vue, qui est très ancien, qui est beaucoup plus ancien que le langage. Et donc on pense que c'est pour ça que la métaphore est très 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 puissante. Donc utilisez des métaphores quand vous communiquez. Utiliser des métaphores, c'est communiquer avec présence. Dernier domaine de compétence, le règlement, la régulation des émotions. Ah ça, on va pas y couper. Je dois faire preuve de grâce. Je peux pas tout le temps taper du poing sur la table, je peux pas tout le temps rentrer dans ma coquille. Je dois faire preuve d'une certaine, si vous voulez, c'est la manifestation de la posture, cette grâce. C'est peut-être pas le bon terme, mais on doit voir quelque chose au niveau physiquement. Deuxième chose, je dois faire preuve de sensibilité sociale. Je dois pouvoir identifier les émotions chez les autres. Ça, c'est un de mes points faibles, par exemple. Il est nombreux, mais celui-là, c'en est un, clairement. Pour pouvoir détecter, ça passe pas, ça passe bien, ça passe moins bien. Sentir le niveau de sécurité psychologique dont les gens ont besoin pour se mettre au travail, ça, c'est super important. Vous êtes en réunion d'équipe. Vous êtes chez un client en tant que consultant, c'est égal. Et vous sentez qu'il y a un truc qui joue pas. Vous observez, vous regardez, les gens se regardent pas. Il y a quelqu'un qui rentre, personne dit bonjour. Vous commencez votre réunion? Bah, vous pouvez, mais à mon avis, ça sert pas à grand chose. Il vaut mieux sentir que le niveau de sécurité psychologique est pas bon. Les gens ne s'exprimeront pas. Et donc, il faut traiter ce truc-là. Et après, on met en place les outils de communication qu'on a vus pour pouvoir attaquer cette situation. Dans la régulation des émotions, il y a montrer mes émotions, mais sous contrôle. En formation, je dis souvent, les gens doivent, par exemple, une personne qui se fait recadrer doit sentir le vent du boulet. Elle doit sentir l'urgence du changement ou de la demande de changement. Donc l'intention doit être intacte, l'intention de force ou l'intention de recadrage ou l'intention de colère. Par contre, elle doit être exprimée d'une manière qui peut être acceptée par l'autre. Régulation des émotions, l'authenticité est extrêmement importante pour se connecter à d'autres. J'ai encore un exemple très récent où j'ai exprimé une émotion à propos d'une personne à l'autre et ça l'a affecté. J'ai vu, c'était mon émotion à moi. Je lui ai donné mon émotion à moi et ça l'a affecté. Et donc ça permet aux gens de se connecter. Et puis alors très important au niveau des émotions, différencier ses besoins de ceux de l'autre personne ou de l'équipe. Mes besoins ne sont pas nécessairement ceux des autres. Tout un programme. 7 domaines de compétences pour sa présence, avoir certaines ou les valeurs dont nous avons parlé, se gérer, avoir une posture claire, savoir traiter les informations qui m'arrivent, être un très bon observateur ou une très bonne observatrice, communiquer avec les éléments que nous avons vus et savoir réguler ses émotions. Et donc, on a brossé le portrait de ce que c'est cette présence, de comment la développer, quelles sont les compétences qui y sont associées. Et pour terminer, on peut se poser un certain nombre de questions à propos de l'impact, puisqu'en fait, tout ce qu'on fait là, ce développement de la présence, c'est dans un but, c'est le but d'avoir de l'impact, c'est le but de pouvoir faire changer les choses. Et donc on va se poser 6 questions. Est-ce que vous avez déclenché un changement dans les pensées, les comportements ou les hypothèses que font les gens autour de vous?
qu'est-ce que vous avez finalement enseigné? Ou qu'est-ce que vous avez démontré? Quel apprentissage les personnes ont-elles fait autour de vous? Est-ce que vous avez dépassé les attentes du groupe ou de la personne avec qui vous êtes? Est-ce que vous avez suscité la curiosité de la personne? Est-ce que vous avez fait une impression positive, durable? Et vous voyez que là, on peut pas simplement dire une impression positive. Parce qu'un vendeur d'aspirateur, il fait une impression positive. Puis une fois que j'ai acheté l'aspirateur, je me dis, mais en fait, j'en ai pas besoin. Donc, une impression positive, durable. Ça, ce sont les instruments de mesure, si vous voulez, hein, pour utiliser pour mesurer votre présence. Et donc, ça vous permet de savoir où est-ce que vous en êtes. Honnêtement, le programme, il est monstrueux. C'est le programme d'une vie. Mais moi, je trouve que ça donne une bonne direction. On n'est pas obligé de développer toutes ces compétences, mais je pense que ça nous donne vraiment une manière de développer notre leadership en tant que leader, en tant que parent, en tant que consultant, pour le plus grand bénéfice des gens qu'on sert. Vous vous souvenez d'une des valeurs, c'est la volonté de servir. Nous servons tous ces gens-là. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Je suis très content d'avoir pu partager ça avec vous. Ça me tient à cœur. Je serais très content si vous avez des commentaires, des suggestions, des questions. Je fais volontiers un webinaire ou une discussion là autour parce que je pense que c'est vraiment un élément central du leadership. Voilà, merci d'avoir écouté. À la semaine prochaine. À bientôt. Ciao.